Dime que son los secretos de tu alma. Dime cuál es el camino de tu divino amor. Les Racines du Ciel, une émission de Frédéric Lenoir, avec la participation de Lélie Anvar, réalisée par Marie-Christine Closet, préparée par Marie Dalquier, avec à la technique Michel Mestre. Alma llena de luz y de belleza. Aujourd'hui, je reçois François Roustan, qui va nous parler de Socrate, chaman ou philosophe. François Roustan, vous êtes thérapeute, dissident de la psychanalyse, comme vous le dites vous-même, vous nous l'expliquerez après pourquoi. Vous menez depuis des années une réflexion sur l'hypnose et vous avez publié de nombreux ouvrages, parmi lesquels une trilogie importante, La fin de la plainte, Il suffira d'un geste et Savoir attendre chez Odile Jacob, qui vous range parmi les auteurs les plus originaux en France dans ce domaine. Et nous vous recevons aujourd'hui pour votre dernier livre, publié en 2009, Le secret de Socrate pour changer la vie, toujours chez Odile Jacob. Alors, pourquoi est-ce qu'on a intitulé cette émission Socrate, chaman ou philosophe? C'est pas le titre de votre livre, évidemment. Vous utilisez d'ailleurs assez peu l'expression de chaman ou de chamanisme, mais à la fin de votre ouvrage, vous donnez une citation de Henri Joly qui affirmait que Socrate ait été le dernier des chamans et le premier philosophe fait partie désormais des vérités anthropologiquement admises. Alors, j'ai trouvé extrêmement intéressant cette citation, parce qu'on a évidemment tous, dans la formation culturelle, universitaire qu'on a pu recevoir dans la tradition française, l'idée que Socrate est sans doute l'un des pères, voire le père de la philosophie, mais le dernier des chamans, ça c'est quelque chose évidemment qui n'a pas été beaucoup enseigné à l'université. Non. Alors dites-nous ce que ça peut signifier dans cette pensée, et pour vous. Alors c'est certainement très compliqué parce que c'est un terme très difficile à employer, étant donné que chaman renvoie à des hommes qui étaient en rapport spécial avec la nature et qui pouvaient éventuellement guérir dans des populations qui étaient liées elles aussi à la nature. Donc il y a un changement complet. Mais je voudrais dire d'abord pourquoi on peut penser ça de Socrate. Il y a des textes, très peu, où on voit que Socrate a eu affaire quand même. Par exemple, dans Charmide, Socrate raconte qu'il a été initié spécialement pour guérir les maux de tête pour Charmide, et qu'il a utilisé aussi la pharmacopée. Mais c'est ça le tournant opéré par Socrate. Il n'utilise plus les charmes ou les drogues, il utilise la parole. Donc Socrate est un chaman et se présente comme chaman. On dit par exemple dans ce texte-là qu'il a été initié par un homme de Thrace, il dit lui-même. Donc il utilise les enchantements, on pourrait dire pourquoi, mais en fonction de sa culture d'Athénien, qui est parlé longuement avec les sophistes et qui a discuté avec les sophistes. Donc en dialectique, on ne peut pas faire mieux. Comment Socrate, quel est le lien possible entre Socrate philosophe et Socrate thérapeute? Le dialogue socratique est fait pour conduire l'interlocuteur à ne plus pouvoir penser. La fameuse aporie à laquelle aboutit le dialogue socratique. Et ça, il pousse ça au maximum. Quelquefois, je pense que c'est Platon qui corrige ça, et qui ne supporte pas, justement, que la fin d'un dialogue sur la justice, sur
la soumission aux lois, sur la religion, se termine par une aporie, par une impossibilité de conclure. Mais il y a des dialogues, au contraire, qui sont typiques de la façon dont Socrate procède, à savoir, c'est dans Xénophon, un fameux dialogue avec Eutydème, où Socrate fait tout pour emmêler Eutydème, qui se prend pour un intellectuel, pour qu'il ne puisse plus penser. Alors, est-ce qu'on pourrait dire d'une certaine manière que Socrate cherche à apporter un peu de confusion dans l'esprit de ses interlocuteurs et que ça, c'est ce qu'on retrouve dans les pratiques dites chamaniques ou l'hypnose? Oui, tout à fait. Par exemple, un homme comme Milton Erickson, qui est un grand hypnothérapeute américain, il avait un art extraordinaire pour mettre les gens en état de confusion. Pourquoi? Parce que ce qui est le premier obstacle à la guérison, c'est le fait de penser, de réfléchir, de mettre de l'ordre dans ses pensées. Et Socrate fait tout pour empêcher l'interlocuteur à pouvoir mettre une idée à la suite d'une autre. Il y a une phrase qui revient dans le texte, c'est l'interlocuteur qui dit « Ukoida oti lego ». Je ne sais plus ce que je dis. Pourquoi ça? Parce qu'il s'agit de détacher l'interlocuteur de son système de pensée actuel afin de lui permettre d'élargir son champ de perception afin qu'il puisse de nouveau renouveler son existence. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il faut l'amener à lâcher prise, à perdre le contrôle d'une certaine manière? Oui, tout à fait. Là encore, ce sont des mots qui sont employés très souvent à propos de l'hypnose. On ne sait plus très bien ce que l'on dit. Lâcher prise, ça veut dire être incapable de penser et d'expliquer. Parce qu'on peut dire que nos thérapies actuellement en Occident, depuis des dizaines d'années, consistent à dire si je comprends mon symptôme, je vais pouvoir guérir. Alors, je pense qu'il n'en est rien. C'est pour ça que vous êtes un dissident de la psychanalyse. C'est pour ça, entre autres, que je suis un dissident de la psychanalyse. Mais ça serait une longue histoire à raconter parce que ça ne s'est pas fait tout seul. Moi, mon expérience de la psychanalyse, c'était très clair, très pointu, à savoir, pour moi, c'était ne pas pouvoir parler, ne pas pouvoir expliquer, afin que des forces vitales puissent prendre la place. C'est-à-dire que nous vivons dans un état d'inhibition qui est souvent renforcé précisément par l'explication et par la volonté de comprendre. Même Lacan soulignait « méfiez-vous de comprendre ». Après, on a ajouté « méfiez-vous de comprendre trop vite ». Mais non, méfiez-vous de comprendre. C'est-à-dire que quand on croit comprendre, on croit qu'on va changer, on ne change pas par la compréhension. Et en même temps, est-ce que pour autant, il faut critiquer le processus de compréhension au sens de mise à jour de l'inconscient par une prise de conscience de quelque chose qui était inconscient? C'est pas négatif en soi. Ça suffit peut-être pas pour changer, mais Oui. c'est pas négatif en soi. C'est pas négatif, mais c'est inutile. D'abord, il faudrait qu'on m'explique ce que ça veut dire de laisser parler l'inconscient. Laisser parler l'inconscient, ça peut se faire dans les rêves, mais ça peut se faire aussi brutalement par le laisser apparaître des instincts et des forces vitales. C'est ça qui est fondamental. Après, Freud souvent a caractérisé la psychanalyse en disant « Wo es war, soll ich werden » où ça était, je dois advenir. Donc c'est ça la prise de conscience. Il y avait des choses qui étaient inconscientes qui deviennent conscientes. Moi je pense que la guérison c'est exactement l'inverse. Wo ich war, soll es werden. Où je étais, ça doit apparaître. C'est-à-dire la disparition du sujet en tant que tel. Je n'ai pas à être sujet pour guérir. C'est tout le contraire. J'ai au contraire à participer aux circonstances de ma vie, à participer à tous les paramètres de mon existence. C'est ça qui compte. Et dans la mesure où je rentre en contact avec ces circonstances, avec ces paramètres de l'existence, comme si mon je devait disparaître, c'est à ce moment-là que je peux guérir. C'est-à-dire je retrouve le courant de la vie. Et ça, c'est très typique de Socrate aussi. Et alors pour ça, effectivement, vous dites le mental peut être un obstacle
à cette connexion qu'on doit avoir avec la vie, finalement. Voilà, non pas peut, mais est un Est un obstacle. obstacle. Vous êtes très radical, hein, Ah ouais, dans cette absolument. critique même de la pensée. Alors, parce qu'on a quand même l'image que Socrate, il a voulu vaincre l'ignorance. Donc, il cherche à ce que l'homme acquiert une connaissance. Mais ce que vous nous dites, c'est que cette connaissance, ça ne doit pas être une connaissance purement intellectuelle et spéculative. Oui, Ça doit être une connaissance qui s'incarne plus dans le corps, dans l'être. oui, oui, tout à fait. Mais Socrate n'a pas voulu vaincre l'ignorance. Il a voulu produire l'ignorance. C'est tout différent. Il a voulu produire le non-savoir. C'est ça l'originalité de Socrate. Oui, mais pour accéder à un autre savoir, Non, pour pas. quitter une illusion. Non, c'est Platon qui a fait ça. Oui, alors là, il faut qu'on en parle un petit peu, parce que je sais que vous êtes très critique envers Platon, Oui, en nous disant qu'il a complètement réinterprété Socrate dans c'est le grâce à sens lui de quand la même qu'on théorie connaît des beaucoup de idées. choses. Oui, mais Socrate. comment faire la part des choses? Comment vous pouvez dire ça c'est vraiment Socrate, ça c'est Platon? Eh bien, j'ai fait d'abord un travail historique, à savoir, j'ai suivi en particulier un nommé Vlastos, un helléniste d'origine grecque, mais qui a fait sa vie aux États-Unis, et qui, après d'autres d'ailleurs, ont pu dater le dialogue platonicien. Et peut-être pas dater de façon très précise, mais au moins voir la succession. L'évolution chronologique. L'évolution. Certains dialogues sont, par exemple, une des caractéristiques que remarque Vlastos, c'est qu'il n'y a rien sur la théorie des idées dans les premiers dialogues. Et pour Vlastos et pour d'autres, c'est un signe que Platon était beaucoup plus proche de Socrate. Donc, historiquement, moi, je me suis servi uniquement des premiers dialogues de la jeunesse de Platon. Ce sont lesquels? Dites-nous ceux qui sont pour vous C'est authentiques. on va dire. Charmide, c'est Lacaisse, c'est Mais par exemple, est-ce que c'est Eutyphron, Oui. Lysis, c'est ça, oui. Mais Merci. les dialogues les plus connus, comme le banquet, le Phèdre, le Alors, Phédon, pour vous, sont pas authentiques. C'est-à-dire qu'il alors, faut faire la part des choses. ils sont authentiques parce que c'est signé par Platon. Mais, Non, mais par rapport à la pensée de Socrate. Ils par ne sont rapport pas à- fidèles, on va dire, à Socrate. il y a, par exemple, un texte très intéressant que j'ai beaucoup utilisé, qui me revient maintenant, c'est le premier livre de la République. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est quelque chose de tout à fait à part. Et que c'est Platon qui a replacé au début de la République un texte probablement qu'il avait rédigé en sa jeunesse. C'est vraiment une hypothèse maintenant qui est admise. Peut-être pas par tout le monde, mais qui est une hypothèse très forte. De même, alors, le banquet. Il y a le texte du banquet, c'est certainement un Platon tardif, qui discute de l'amour et ça, mais la fin, le discours d'Alcibiade est reconnu comme un texte très ancien, Donc qui fait partie de la jeunesse de Platon. Voilà, donc il y a eu effectivement un collage dans les différents ouvrages Voilà, de voilà. textes plus anciens. Et donc Voilà. vous faites le tri finalement en disant ça ressemble plus au jeune Platon, et ça c'est le Platon plus tardif, Voilà, c'est qui a pas moi qui élaboré fais- sa théorie des idées, C'est ça. du bien en soi, du C'est- beau en c'est pas- soi, et de la séparation. Je crois qu'une des critiques fortes que vous faites à Platon, c'est le dualisme du corps et de l'âme. Oui, oui, Pour oui. vous, ce n'est pas du tout proche de ce que pensait Socrate. Non, à la fin du premier livre de la République, il y a toute une série de distinctions âme-corps qui apparaissent et qui font écho au début du second livre de la République. Dans le texte le premier livre de la République, on ne voit pas cette différence, cette distinction faite entre âme et corps. Si ce n'est ce qui relève de l'âme, c'est la gymnastique. Ça, c'est une distinction très connue en Grèce, ou au contraire, ce qui relève de la grammaire. Mais cette distinction âme-corps, où il y aurait une attention à l'âme comme ayant une spécificité et une indépendance, ça, c'est pas dans les textes primitifs. C'est pas dans le jeune Platon, disons. C'est pas Et dans- vous êtes convaincu que Socrate ne pensait pas ça? Que tout ce qui est dit, par exemple, dans l'apologie de Socrate, où il explique à ses disciples qu'il est important que son âme va rejoindre les dieux, et que Oui. donc il cultive la justice en vue d'une vie immortelle de son âme, tout ça vous Oh, paraît pas c'est beaucoup juste? c'est beaucoup plus compliqué que ça. La vie immortelle, il en parle de façon tout à fait problématique. Dans le Criton en particulier, il dit on ne sait pas ce qui se passe. Et il dit, Mais au cas où, vaut mieux quand même cultiver son voilà, âme. c'est ça. Mais vraiment, c'est une ironie cinglante. Pour des croyants, c'est insupportable, ça. Est-ce qu'il y a la déesse? Est-ce qu'il n'y a pas la déesse? Mais enfin, on ne sait jamais. Alors, allons, préparons-nous quand même.
Alors revenons-en justement à Socrate thérapeute. Mhm. Après ce petit passage pour essayer de comprendre que voilà, il y a à prendre et à laisser dans la lecture des textes de Platon. En tout cas, il faut être effectivement attentif à ce qu'il peut y avoir de Socrate et puis ce que Platon a pu rajouter par rapport à sa propre théorie. Donc pour vous, Socrate est essentiellement un thérapeute, c'est-à-dire c'est quelqu'un Mhm. qui vise finalement par la philosophie à transformer son interlocuteur, à le faire bouger, à le faire changer. Oui, tout Alors à fait. expliquez-nous un petit peu ce que ça veut dire. Par exemple, avec Eutydème, c'est dans Xénophon, ça, Eutydème se prend très au sérieux, rassemble beaucoup de livres, lit énormément, et Socrate s'aperçoit que c'est un petit prétentieux qui ne se soucie pas de lui, ne se soucie pas au sens de progresser dans quelque sens que ce soit. Et Socrate, par toute une série de moyens qu'il faudrait détailler et qui sont plus ou moins spécieux d'ailleurs, parce que Socrate use du raisonnement avec une légèreté inimaginable. Par exemple, un des procédés de Socrate, c'est de dire vous dites quelque chose du point de vue général, mais en particulier, ça ne vaut pas. Et si au contraire quelqu'un parle d'un cas particulier, il dit mais en général, ça ne vaut pas. Il joue tout le temps une argumentation qui est frauduleuse. Et ça ne gêne pas du tout Socrate. Alors qu'on ne me dise pas que c'est un philosophe rationaliste, c'est pas vrai. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est dit explicitement par des grands spécialistes. Moi, je me suis beaucoup appuyé dans mon travail sur les travaux de Rossetti, un professeur de philosophie de Pérouge, et qui explique tout à fait en détail comment Socrate ne raisonne pas. Le but de Socrate, c'est pas de raisonner, c'est de piéger l'autre. Et qui finalement ne peut plus s'y retrouver. Parce que, comme vous le disiez très bien tout à l'heure, le premier temps d'une thérapie, c'est de créer un état de confusion. C'est-à-dire où les idées, je ne peux plus m'appuyer sur la connaissance. Ouais, je ne peux plus m'accrocher à ce qui, jusqu'à présent, me... Mes croyances, Ouais. mes connaissances, mes certitudes, c'est fini. C'est ça le premier temps de la thérapie. C'est-à-dire un état d'ouverture tout azimut. Et vous parliez tout à l'heure de mon rapport à la psychanalyse. Combien de fois j'ai dit aux psychanalystes, c'est curieux, vous qui êtes pour un questionnement radical, vous ne questionnez même pas les textes de Freud. Pourquoi faudrait-il croire que Freud a dit la vérité? Pourquoi faudrait-il croire que Lacan dit la vérité? Mais c'est pas possible. Tant qu'on n'a pas questionné radicalement ces textes-là, on ne commence pas, je dirais moi, à vivre. Ouais. Quand on croit encore à quelque chose, on est foutu.
Vous êtes sur France Culture dans l'émission de Frédéric Lenoir, Les Racines du ciel, en compagnie de François Roustan qui nous parle aujourd'hui de son livre Le secret de Socrate pour changer la vie. Donc après ce très très beau morceau Didon est né de Purcell, un choix de notre invité, Oui. nous poursuivons cet entretien sur cette question passionnante, Socrate, thérapeute. Alors, on a déjà évoqué le fait qu'il y avait un parallélisme possible entre ce qu'est la thérapie de type chamanique, entre l'hypnose également, avec l'hypnose. L'image qu'on a un peu aujourd'hui dans le vocabulaire courant en Occident, on dit que ce sont des thérapies qui provoquent des états modifiés de conscience. Je crois que c'est une expression que vous n'aimez pas beaucoup. Non. D'abord, cette expression-là, à mon avis, elle est faite pour gommer tout ce qu'il y a d'original dans l'expérience de l'hypnose. Notre culture ne peut pas penser l'homme si ce n'est par rapport à sa conscience. Ça, c'est Descartes qui a certainement introduit ça. C'est Locke qui a vraiment poussé les choses jusqu'à la catastrophe. On n'aurait d'identité que par la conscience. C'est-à-dire, on n'a plus de corps, on n'a plus de participation sociale, on n'a plus de vie à l'égard du cosmos, on est une conscience. Ouais. Encore hier, j'entendais un biologiste qui est très très compétent, un monsieur qui est au Collège de France. On lui a demandé, mais l'identité, alors qu'est-ce que c'est? Il dit, l'identité, c'est simplement le fait de se remémorer ce que l'on a été et de refaire ses souvenirs. Mais c'est pas possible, ça. Ce qui revient à limiter l'identité à la conscience de soi. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est incoercible pour nos contemporains ou pour les gens de notre culture. L'homme se définit par la conscience. Mais c'est pas vrai. Il y a beaucoup d'autres éléments, et en tout cas, on ne se renouvelle pas par la conscience. La conscience, c'est un épiphénomène de la vie. On se transforme, on se change dans la vie par la vie, c'est-à-dire par la participation à tous les éléments qui la constituent. Alors, dans cette compréhension-là, où je comprends très bien que vous ne voulez pas réduire l'homme à la conscience, qu'est-ce que le chamanisme, l'hypnose ou Socrate vont produire comme modification, si ce n'est pas une modification de l'état de conscience, c'est une modification de quoi? De l'être, du rapport de l'homme au monde? Comment vous le définiriez? C'est exactement ça, une modification du rapport. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un symptôme? Un symptôme, c'est une façon de produire quelque chose qui va être isolé, qui va vouloir, c'est des choses qui sont dites par exemple même dans Hegel, c'est très clair, un symptôme c'est une isolation dans une totalité. Qu'est-ce que va faire l'état hypnotique? C'est de faire cesser cette isolation pour reprendre contact avec l'ensemble des éléments qui constituent la vie. Autrement dit, moi je pourrais donner comme définition de l'hypnose, c'est un état dans lequel les circonstances, l'ensemble des paramètres de mon existence vont pouvoir me remettre en place. À la limite, je dirais, l'hypnothérapeute, c'est un rebouteux. C'est-à-dire qu'il remet les membres en place, les idées en place, alors que nous sommes toujours de guingois et que nous ne sommes pas installés dans l'existence. On ne sait pas de quoi on dépend. Et redécouvrir qu'on dépend d'une multitude d'éléments, d'une multitude de paramètres, d'une multitude de forces, c'est ça qui permet le changement. Resituer. Alors que le symptôme est l'effet d'une mauvaise situation. Et on voit ça même dans le corps. Quand on est mal placé, eh bien, on n'est pas bien ou on se fait mal. Donc au fond, on pourrait dire que ce qui crée une maladie, qu'elle soit du corps ou psychique, c'est quelque chose qui s'est rigidifié, un blocage. Voilà, et qui s'est isolé. Donc il faut le remettre dans le mouvement. Voilà. Moi, je dirais la thérapie par l'hypnose, c'est une thérapie musicale. Si on a affaire à un grand musicien, il ne pense plus pendant qu'il joue, mais il est tout entier fondu dans la musique. Et il ne fait pas de fausses notes. C'est vraiment cet état-là. Donc le travail hypnotique consiste à mettre le patient dans un état de relâchement, voilà, dans lequel il n'est plus dans ses pensées. Et en même temps d'attention à tout. Vous voyez, tous les éléments peuvent me conditionner et je les mets chacun à leur place. C'est ça. Mais vous avez tout à fait raison, c'est un état de déconditionnement. Donc c'est ce que Socrate essaye de faire par rapport à ses interlocuteurs, en les mettant dans cet état, on disait, de confusion, c'est ça, dans lequel ils ne sont plus
tenus par leurs repères habituels. Tout à fait. Et le but, c'est d'arriver à quoi? Et d'arriver simplement à être comme un grand musicien ou comme un grand champion, à chacun à notre manière. De fait, arriver à être aussi à l'aise avec la nourriture abondante ou la disette, à être aussi à l'aise dans le fait de boire pas du tout, parce qu'il n'y a rien à boire, ou de boire beaucoup. Socrate n'est jamais saoul, et il est réputé comme un gros buveur. À être habillé de la même façon qu'il fasse une chaleur terrible ou au contraire quand il marche sur la glace, etc. Donc finalement, c'est arriver à dire oui à la vie comme elle se présente. Exactement. C'est une acceptation du réel. Voilà. Et alors, le mot acceptation a encore une connotation plus ou moins religieuse, mais simplement une ouverture à ce qui est. Simplement, je n'ai même pas à accepter, je suis déjà. Je suis la faim, je suis la soif, je suis le froid, je suis le chaud, et rien. D'où l'acceptation de Socrate, même de sa mort. Oui, tout à fait. C'est dans ce sens-là que vous l'interprétez. Tout à fait, oui, oui. Et il est indifférent, pas du tout au sens où il serait insensible. Ça, c'est le côté stoïcien qui apparaîtra plus tard. Mais c'est pas ça, non. Il est tout à fait à l'aise. Ce n'est pas différent. Ça ressemble un peu au bouddhisme aussi, ce que vous dites là. Ça ressemble beaucoup au bouddhisme, certainement. Tout à fait. C'est-à-dire, il n'y a pas à choisir autre chose que ce qui est. Enfin, une des définitions que je pourrais donner de l'hypnose, c'est on supprime la distance entre soi et soi. Un tout petit exemple, par exemple, je suggère à quelqu'un de sentir, par exemple, qu'il est une pierre, qu'il est un rocher, qu'il est une chose, pour supprimer la conscience, justement. Et il me dit, alors, je dois prendre conscience que je suis une pierre. Ah ben non, 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 non. Supprimer, je dois. Simplement, même pas prendre conscience, simplement être cela. C'est vraiment cette suppression de la conscience qui est efficace pour transformer l'existence. Alors, on a le sentiment, quand on lit Platon, que toute la maïeutique socratique vise effectivement à permettre d'accéder à la vérité. Donc, il y a Oui, quand oui, même... tout à fait, oui. Et c'est pas tout à fait la même chose. Mais non, c'est pas du tout ça. Et la maïeutique, c'est pas du Socrate, c'est du Platon. Ça, beaucoup de spécialistes l'admettent maintenant. C'est dans un texte, c'est dans le Ménon, je crois, et c'est pas ça. Par exemple, mon ami Rossetti me dit, mais regarde, quand Socrate veut apprendre à l'esclave comment résoudre le théorème de Pythagore, il dit c'est lui, Socrate, qui fait le dessin. Donc c'est plus du tout l'ironie socratique ou c'est plus du tout le questionnement socratique. C'est vraiment quelqu'un qui s'attend lui. Et la réponse de Platon est il faut se souvenir. Mais ça, c'est pas de Socrate. Ça. Oui, la réminiscence, toute la théorie des idées et de la réminiscence. On voit bien dans le Ménon, il y a toute la première partie est vraiment socratique. C'est une interrogation où Ménon ne s'en sort pas. Ménon dit tu m'endors. Tu m'endors. Et Socrate lui dit mais si tu crois que moi, je ne suis pas bien plus encore embarrassé, endormi dans le doute, pour pouvoir te mettre dans le doute, tu te trompes. Donc c'est ça, alors là, je crois que c'est pour moi au cœur de l'expérience socratique. Donc non pas du tout apprendre à savoir, mais apprendre à non savoir. C'est une déstabilisation. Et je dis ça pour ceux qui croiraient qu'il y a une différence, que Socrate est un ignorant, mais il faut avoir beaucoup lu, beaucoup travaillé, beaucoup réfléchi, beaucoup su et appris pour pouvoir faire l'expérience du non-savoir. C'est vraiment quelque chose qui se fait non pas dans une négligence totale, mais au contraire dans un aboutissement d'une recherche. En tout cas, pour des intellectuels occidentaux comme nous sommes un peu, oui. Et j'imagine que dans des cultures primitives, c'est naturel. C'est-à-dire qu'on tout à fait, on est dans la vie et on ne se pose pas trop de questions et on n'est pas encombré par effectivement des représentations de soi. Dans les cultures, il faut faire attention aussi parce qu'il y a des gens qui ne savent peut-être pas lire et écrire et qui ont appris énormément de choses. On voit bien par l'expérience de la vie. Donc, c'est ce savoir-là, probablement, eux aussi, qu'ils ont à abandonner pour pouvoir se mettre en transe.
Oui, et la transe étant une expérience chamanique typique, reconnue Oui. dans toutes les cultures, Tout à fait. comme une sorte de suspension Voilà, de la conscience, de la volonté, du jugement, tout à fait. et dans lequel on est comme possédé par une force supérieure. Voilà, tout à fait. Alors est-ce que Socrate avait des transes? Des trans, oui, il y a à la fin du banquet, justement, il y a une description d'une transe de Socrate, c'est merveilleux. Pendant le siège de Potidée, on voit Socrate qui donc participe comme soldat au siège de Potidée et il s'est retiré et il reste debout d'une aurore à l'autre. Et alors, il y a des détails amusants, c'est-à-dire que ses compagnons d'armes sont intrigués par son truc et se relaient la nuit pour savoir s'il triche, s'il ne se couche pas quelques heures. Et non, il reste immobile Voilà, toute la nuit. D'ailleurs, c'est dans les textes anciens, c'est la marque, par exemple, d'une authenticité. On dit, mais non, c'était vrai que Socrate est resté comme ça. Et alors, est-ce qu'il y a pour vous un rapport entre ces phénomènes un peu de transe où Socrate reste comme ça, immobile pendant très très longtemps, et ce qu'on appelle son daimon, son fameux démon, esprit, génie, on ne sait pas trop comment traduire ça, qui fait qu'il se sentait à certains moments, il le dit à plusieurs fois, alors est-ce que pour vous c'est une invention de Platon ou est-ce que c'est plutôt assez authentique, que soudain son démon lui parle et lui dit de faire telle chose ou telle autre, ce qui gêne énormément les historiens de la philosophie, effectivement. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez de ce fameux daimon de Socrate? Si on y regarde de près, le daimon est un daimon qui est toujours négatif. Il ne dit pas à Socrate ce qu'il doit faire, ce qui serait justement tomber dans les perspectives d'inspiration. Il est certainement inspiré, mais pas de cette façon-là. Le daimon lui dit « ne fais pas ça ». Par exemple, à la fin de sa vie, le daimon lui dit « ne sors pas de prison. Tu peux t'évader, c'est facile, personne n'ira te chercher, ne le fais pas. » Il dit « voilà, mon daimon m'a dit ne le fais pas. » Pourquoi ça? Parce que le daimon n'est pas du tout une espèce de puissance supérieure qui vient dire à Socrate ce qu'il faut faire, mais seulement quelque chose qui lui dit « tu es en dehors du chemin qui le tient. Remets-toi là-dedans. Remets-toi. Tu commences à raisonner. Tu commences à raisonner ton action. Tu ne te laisses pas influencer et tu ne te laisses pas prendre par les circonstances, par les paramètres de ta vie. Alors, replace-toi comme il faut. » Le daimon est uniquement rectification. Mais c'est quoi? C'est une voix intérieure ou c'est un esprit qui lui parle? C'est quoi? Oh, je crois que c'est très simple. Vous sentez vous-même quand vous n'êtes pas accordé. Vous êtes en relation avec une femme, avec des enfants, avec un entourage, etc. Vous sentez bien que vous n'êtes pas là, que vous n'y êtes pas. Ou vous êtes en train de lire, de chercher à avoir des idées, vous apercevez que vous êtes en train de tordre le texte. Bon. C'est plutôt des impressions comme celle-là, qui sont tout à fait naturelles. Oui, sauf que là, c'est vraiment présenté de manière assez forte, avec cette idée d'une voix qui lui dit, la voix de son daimon. Il le présente comme ça. Et pour vous, c'est le vrai Socrate qui a ce daimon, c'est pas le Socrate de Platon. Non, parce que c'est tellement caractéristique. De ce que vous un daimon qui est uniquement négatif. Alors, si je reprends un petit peu les images qu'on a habituellement de Socrate, donc on disait tout à l'heure, bon, il y a une image très rationaliste d'une lecture moderne de l'histoire de la philosophie, dans lequel on fait de Socrate le père de la philosophie rationnelle, donc on en fait plutôt un rationaliste logique. Vous nous avez dit, il est très illogique, et finalement, il n'est pas là du tout pour tenir un discours complètement rationnel. On voit très bien qu'il y a beaucoup d'éléments de rationalité qui se marient avec des éléments d'irrationalité. Oui, tout à fait. Les deux cohabitent parfaitement chez Socrate. Oui. Et en même temps, vous démolissez une autre interprétation de Socrate, une autre figure de Socrate, qui a plutôt été construite par la tradition chrétienne, qui est un Socrate finalement très spirituel, qui peut être le Socrate de Platon d'ailleurs. C'est peut-être Platon lui-même le premier à avoir reconstruit cette image-là de son maître, Socrate, c'est-à-dire
quelqu'un qui sépare l'âme et le corps, considère qu'on réalise sa vie à travers la réminiscence des idées, du bien, du beau, etc. Ce qui fait qu'on peut dire, avec cette lecture-là, que Socrate est un grand spirituel, un maître spirituel. Je pense que ça ne doit pas vous plaire qu'on dise ça. Mais je ne sais pas que ça me plaise ou ça ne me plaise pas, c'est pas vrai. Alors pourquoi? Mais mon ami Rossetti, qui est un grand connaisseur en hellénisme, qui a soulevé la question de la qualité et la spécificité du dialogue socratique, dit explicitement que c'est pas un saint. C'est pas un saint, c'est-à-dire il est insupportable, il est méprisant, il pousse les gens à bout, puis il les laisse tomber, comme avec Tilem, etc. C'est pas du tout un monsieur fréquentable. Mais en même temps, c'est quelqu'un dont on dit, par exemple, il était du même visage en entrant et en sortant de chez lui. C'est là, Socrate. Oui. C'est-à-dire qu'il entre pour aller retrouver sa femme qui, paraît-il, n'était pas spécialement commode, ou qu'il sorte de chez lui, et Odem vultu. C'est Cicéron qui dit ça, donc beaucoup plus tard quand même. Mais c'est ça, la spécificité de la morale socratique, c'est tout est bien, puisque ça est. En ce sens-là, de fait, ça peut résonner comme chez les bouddhistes. Mais c'est explicite, en particulier à la fin du banquet aussi. Alors si c'est ni un saint, ni un sage, à la limite, Oui. je veux dire qu'il n'est pas sage, ni un philosophe rationaliste, quel est le mot qui le définirait le mieux pour vous? C'est un danseur. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a une subtilité permanente pour retomber sur ses pattes, pour rediscuter avec quelqu'un. Puis quelquefois, il y en a qui l'envoient promener quand même. Protagoras, qui est un grand sophiste, l'envoie promener en lui disant « Mais non, tu vas pas bien, Socrate, tu raisonnes comme un manche. » Et Socrate reprend quand même les choses. Non, c'est simplement un homme ordinaire, mais un homme ordinaire qui a pris au sérieux le fait d'être homme. Il le dit, ça, Anthropine Sophia, la sagesse humaine. Humaine, non pas humaine, trop humaine, mais humaine, ça veut dire de l'homme. Il n'y a rien à ajouter. Pas besoin de chercher midi à 14 heures. Mais ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. La perfection humaine aussi. La fameuse arrêté, qui veut dire vertu, mais qui veut dire aussi excellence. Anthropine, arrêté. C'est la vertu humaine qu'on a pratiquée, c'est tout. Et il propose un nouveau rapport à soi et au monde, d'une certaine manière. Oui, tout à fait. Être plus dans la fluidité de la vie. Voilà, tout à fait. Et de son propre corps, de son propre être. Exactement ça. Oui, tout à fait. Mais avec tous les dérapages que peut faire Socrate, c'est-à-dire vraiment, il est insupportable, il est méprisant, il met les gens dans des difficultés. Et puis après, il s'en va, il s'en fiche complètement. Donc c'est un homme, tout simplement. Voilà. Come away with me in the night. Come away with me and I will write you a song. Come away with me on a bus. Come away where they can't tempt us with their lies. And I want to walk with you on a cloudy day in fields where the yellow grass grows knee high. So won't you try? Vous êtes sur France Culture dans l'émission de Frédéric Lenoir, Les Racines du Ciel, en compagnie ce soir de François Roustan pour parler de Socrate, chaman ou philosophe. François Roustan qui a publié chez Odile Jacob ce très beau livre, Le secret de Socrate pour changer la vie. Alors Lélie Anvar, bonsoir. Bonsoir. Vous allez, j'imagine, nous lire un texte de Platon pour nous parler de Socrate.
Oui, c'est un texte de Platon. Je suis heureuse d'apprendre que le texte que j'ai choisi fait partie des anciens textes considérés authentiques, puisqu'il s'agit effectivement d'un passage de l'éloge d'Alcibiade, de l'éloge qu'Alcibiade fait de Socrate à la fin du banquet. Et c'est très intéressant d'ailleurs cet éloge, puisque ça vient après toute une série de discours sur l'amour. Et au lieu de dire ce qu'est l'amour, Alcibiade dit ce qu'est Socrate. Et d'une certaine façon, il témoigne par là du fait que la seule présence de Socrate est une présence alchimique qui réveille l'amour. Et je crois que c'est peut-être ça qui fait de ce passage un des plus beaux passages, à mon sens, de toute l'œuvre de Platon, puisque, au fond, ce dont témoigne Alcibiade, c'est qu'il suffit que Socrate soit là. Évidemment, il faut aussi qu'il parle, et il dira même d'écouter les paroles de Socrate crée un trouble et une possession. Il va plus loin, il dit même entendre les paroles de Socrate rapportées crée ce trouble et cette possession. Et je crois que peut-être en tant que lecteur de l'œuvre de Platon, on a tous expérimenté à un moment ou à un autre cette expérience que cette parole rapportée, alors qu'elle soit authentique, pas authentique, que de Platon ou pas de Platon, mais c'est vrai qu'il y a des moments où cette parole rapportée crée un trouble, en effet. Alors, ça passe de l'aporie à la possession, réellement, c'est-à-dire qu'on peut entrer dans quelque chose qui est quand même de l'ordre de l'extase. Et c'est pour ça, peut-être, que sa présence peut être considérée comme ensorcelante et troublante, et comme initiation en tant que telle. Vraiment, la présence de Socrate et sa parole est initiatique, par essence. Nous écoutons Alcibiade parler de Socrate. Pour ma part, messieurs, je ne risquerai pas de passer à vos yeux pour quelqu'un de complètement ivre. Je vous dirai sous la foi du serment quelles impressions j'ai ressenties et ressens encore maintenant à l'écoute des discours de cet individu. Quand je lui prête l'oreille, mon cœur bat beaucoup plus fort que celui des Corybantes, et ses paroles me tirent des larmes, et je vois un très grand nombre d'autres personnes qui éprouvent les mêmes impressions. Or, en écoutant Périclès et d'autres bons orateurs, j'admettais sans doute qu'ils s'exprimaient bien, mais je n'éprouvais rien de pareil. Mon âme n'était pas troublée, et elle ne s'indignait pas de l'esclavage auquel j'étais réduit. Mais lui, il m'a bien souvent mis dans un état tel qu'il me paraissait impossible de vivre comme je le fais. Et cela, Socrate, tu ne diras pas que ce n'est pas vrai. En ce moment encore, et j'en ai conscience, si j'acceptais de lui prêter l'oreille, je ne pourrais pas rester insensible et j'éprouverais les mêmes émotions. En effet, il m'oblige à admettre qu'en dépit de tout ce qui me manque, je continue à n'avoir pas souci de moi-même alors que je m'occupe des affaires d'Athènes. Je me fais donc violence, je me bouche les oreilles pour échapper aux sirènes, je m'éloigne en fuyant pour éviter de rester assis là à attendre la vieillesse auprès de lui. Souvent, j'aurais plaisir à le voir disparaître du nombre des hommes, mais si cela arrivait, je serais beaucoup plus malheureux encore, de sorte que je ne sais comment m'y prendre avec cet homme-là. Qu'est-ce que ça vous inspire, François Roustan? Le texte lui-même en dit suffisamment, je pense. Ce texte-là, il faut dire d'abord que dans tout ce passage de quelques pages, il est répété de nombreuses fois « Dis-moi, Socrate, si je dis vrai ». Oui, tout à fait. La façon il prend Socrate à dont témoin. l'historien souligne que c'est authentique. Voilà. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que cette possession, c'est d'abord une dépossession. Et celui qui parle de possession, c'est pas Socrate, c'est Alcibiade. Alcibiade parle de possession parce qu'il se sent dépossédé de son contrôle. Devant Socrate, il est obligé à faire autre chose que ce qu'il fait tous les jours. Mais peut-être que vous pourriez dire vous-même, qu'est-ce que ça vous inspire? Oui, non, tout à fait. Vous avez tout à fait raison sur cette question de dépossession, parce que j'ai pas lu l'intégralité, hein, j'ai un peu coupé le texte, mais il dit en fait, et quand je suis loin de lui, je redeviens mon moi ancien, c'est-à-dire l'Alcibiade, parce qu'Alcibiade, c'est quand même pas quelqu'un de très recommandable. Non. Et en même temps, Socrate l'aime, et il veut, d'une certaine façon, le déposséder justement de lui-même, et oui. Alcibiade sent cela, donc il est dans cette fuite, et en même temps, l'attirance extrême. Oui. Et ça, c'est très touchant, et je crois que c'est quelque chose que tout le monde a pu expérimenter. À la fois l'attraction incroyable du vrai et cette peur de l'aporie et de la dépossession et de ce dont vous avez parlé, qui est en fait l'annihilation. On a peur de s'annihiler d'une certaine façon. Oui. Mais
Lacan a beaucoup insisté sur la relation érotique et sexuelle entre Alcibiade et Socrate. Mon interprétation est tout à fait différente. Moi, je pense que Socrate était quelqu'un qui, de fait, a eu des relations avec des jeunes gens, mais c'était banal là-bas. Mais avec Alcibiade, il s'est tenu à l'écart. D'ailleurs, Alcibiade s'en plaint à un moment donné. Juste avant ce passage, il s'en plaint. Juste après ce passage, il s'en plaint. Oui, ça, c'est surtout ce texte-là qui est connu parmi pas seulement les lacaniens, mais les psychanalystes. Et on insiste beaucoup sur le rapport entre la sexualité de Socrate, qui est une sexualité de distance. Moi, je ne crois pas du tout que ce soit ça. C'est dans la circonstance, Socrate tient la dragée haute à Alcibiade. Ce qui est une manière de le déstabiliser. Absolument. Alcibiade, finalement, ne se comprend pas très bien pourquoi Socrate ne le désire pas jusqu'au bout. Oui, c'est explicite. Oui, parce que Alcibiade est très beau. C'est un acte thérapeutique pour Alcibiade. Oui, on pourrait dire ça. C'est de la confusion qu'il lui apporte. Absolument. Mais c'est aussi quelque chose de très méchant, enfin, de la part de Socrate. Parce que ce beau jeune homme, quand même, il ne demandait pas mieux. Et oui, parfois, ils font passer par là. D'ailleurs, il dira, Alcibiade, ce que me fait Socrate, c'est comme la morsure de la vipère. Oui. Donc c'est vraiment un double tranchant, en effet. Oui. Alors, vous vouliez nous lire un deuxième texte qui n'est pas cette fois du tout de Platon, mais un texte d'un auteur contemporain qui interprète effectivement aussi, et peut-être d'une autre manière, nous le verrons, que François Roustan, Socrate, cette fois, non pas comme un chaman, mais comme un sorcier. Oui, en fait, chaman et sorcier, c'est un texte de Nicolas Grimaldi, qui est professeur émérite de philosophie à Paris 4, qui a beaucoup travaillé sur la métaphysique, entre autres, et qui a écrit un joli livre, donc Socrate le sorcier. J'aurais pu choisir Pierre Hadot, Éloge de Socrate. Évidemment, ce que j'ai voulu aussi dire à travers cette lecture, c'est que Socrate continue à inspirer. On le voit aussi chez vous. Donc, il continue à être justement cette présence inspirante. Et on le voit chez Grimaldi, qui le considère carrément comme un sorcier par la puissance de son langage. Alors lui considère que la puissance de son langage est de mettre dans la logique extrême. Donc vous allez peut-être ne pas être d'accord au fond avec ce point de vue. Donc voilà ce que dit Nicolas Grimaldi. Pour peu qu'on s'y rende attentif, on ne peut qu'être saisi par les similitudes qui rendent comparables la cure chamanistique relatée par Lévi-Strauss et la thérapie logique à laquelle nous avons vu Socrate se livrer. Ici et là, il s'agit d'une délivrance. Ici et là, il n'y a d'autre efficacité que celle du langage. Ici et là, le langage opère par incantation. Ici et là, il s'agit de rendre à sa véritable destination une âme qui en a été détournée. Ici et là, le chaman recourt à des mythes. Ici et là, c'est la croyance qui produit la guérison. Ici et là, la croyance est suscitée par un même procédé. Comme on reprise un tissu effiloché, il s'agit d'un ravaudage logique. Il s'agit d'insérer dans la trame logique d'un récit une situation, des sensations, des sentiments d'autant plus douloureux qu'ils semblent plus étranges, et d'autant plus étranges qu'ils paraissent incompréhensibles. Comme Socrate, le sorcier remédie à cette détresse de l'effarement en faisant de l'expérience vécue le double ou l'image d'une expérience logique qui lui sert de modèle. Après quoi, Socrate, comme le sorcier, anticipe l'expérience que devra vivre l'âme douloureuse pour accéder à sa délivrance. Qu'est-ce que vous pensez de cette interprétation? C'est certainement pas la mienne. Cette idée que ce serait un langage qui... Un langage qui mène la logique jusqu'à sa... Oui, c'est le langage de la logique. Je pense que c'est là-dessus que vous avez un désaccord profond, en fait. Oui, c'est pas du tout comme ça que je vois Socrate, même ce que je vois le dialogue socratique. Je crois qu'aucun professeur de philosophie ne sera gêné par ce texte. Oui, à commencer par Nicolas Grimaldi, oui, c'est ça. qui effectivement est professeur de philosophie. Oui, tout à fait. Parce que, justement, on met en avant la logique, la puissance de la logique, la puissance du verbe, alors que, à mon avis, Socrate, c'est quelqu'un qui retourne la question, qui fait douter de la valeur du langage. Oui, alors en même temps, c'est vrai, là j'ai lu qu'un court passage, mais le raisonnement de Grimaldi, justement, c'est de dire que cette logique de Socrate est quand même une logique très personnelle, et que c'est pour ça qu'elle a ce côté incantatoire et chamanique, parce que ce n'est pas une logique habituelle, et qu'elle est quand même faite, non pas pour mener à une vérité, mais pour mener à une aporie. Oui.
Oui. Donc, je crois que sur ce point, il y a moi, ce qui m'apparaît intéressant, que ce soit chez vous, que ce soit chez Grimaldi, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même un regard de plus en plus neuf sur Socrate. Et finalement, on n'hésite pas, on sort un petit peu de la tradition qui en fait encore une fois le père du rationalisme ou au contraire une sorte d'ancêtre du christianisme. On nous montre bien qu'il y a quelque chose de tout à fait novateur qu'il faut découvrir chez Socrate, qui est cette parole qui bouscule, qui dérange, qui met dans la confusion, et que tout ça nous rappelle un petit peu finalement les procédés. Vous parliez des rebouteux, parle des sorciers. C'est quand même une intuition assez formidable qu'on a aujourd'hui sur Socrate, une redécouverte formidable de Socrate. Tout à fait. Je voudrais signaler l'actualité de notre invité, François Roustan. La sortie chez Payot d'un recueil de textes anciens intitulé « Feuilles oubliées, feuilles retrouvées », un très beau titre. Vous publiez également en poche chez Payot la réédition de 4 livres en fait, qui avaient été publiés aux éditions de Minuit. « Un destin si funeste »,« Elle ne nous lâche plus »,« Lacan de l'équivoque à l'impasse » et « Le bal masqué » de Giacomo Casanova. On voit que vous écrivez vraiment dans des registres très divers. Oui, c'est les circonstances. Je suis très sensible aux situations dans lesquelles je me trouve. Il y a plusieurs livres que j'ai écrits aux États-Unis quand j'étais professeur de français à Baltimore, et puis d'autres qui ont trait à la psychanalyse. Et parce que c'est aussi en écrivant que je me suis peu à peu détaché de la psychanalyse, en étudiant les textes de Freud et en rendant compte de ma pratique. Et Socrate, c'est un peu ça aussi. Le livre dont je vous parlais tout à l'heure, qui m'a marqué beaucoup dans mon enfance et qui peut-être me fait comprendre beaucoup de choses de ce que j'ai pu faire, c'est un livre intitulé L'abandon à la providence divine, un livre écrit par une dame de Lorraine, de Nancy. Une anonyme, donc on ne sait pas son nom. On ne sait pas son nom, qui a été repris par un nommé Caussade, un jésuite, et qui vient d'être réédité de façon très critique chez Jérôme Milan. C'est vraiment un et c'est un texte du XVIIIe siècle, XVIIIe siècle. Oui. Et qui est un livre qui donc vous a éclairé dans... alors là, dans ma jeunesse, tout à fait. Mais aussi par rapport à tout ce que vous nous avez dit un petit peu sur Socrate et sur le regard que vous portez sur la vie. Oui, tout à fait. C'est certainement... je relisais encore une page ce matin, c'est uniquement une comparaison avec la musique. Le musicien n'a plus besoin de règles, n'a plus besoin d'exercice, il est en harmonie. François Roustan, c'était un plaisir de vous avoir accueilli dans les Racines du Ciel. Eh bien, merci beaucoup parce que vous m'avez aidé à parler et je vous remercie beaucoup. Cette émission s'écoute en ligne pendant 1000 jours et se podcast pendant 1 an sur franceculture.fr. La semaine prochaine, la sacralisation du quotidien.